We Are the Night. We Are the Night, c'est par Kiran et Ozanam. Oui, bon, on ne les connaissait pas de toute façon, je crois pas qu'ils soient spécialement connus. C'est une BD donc franco-belge, d'édition Ankama. Donc j'aime bien Ankama parce qu'ils font aussi découvrir des nouveaux auteurs et des choses un petit peu particulières, un peu comme Manolo Santis dont j'ai déjà parlé. Et We Are the Night, c'est une curiosité aussi. C'est une histoire, la couverture le résume très bien, avec multiples personnages dont les histoires, dont les aventures vont se croiser, s'entrecroiser, s'influencer les uns les autres, etc. Bon, jusque-là, c'est assez classique, ça arrive souvent dans pas mal d'histoires, ils aiment bien faire ce medley de personnages. Là, ça se passe à Lyon. C'est un détail, mais c'est toujours sympa de voir se dérouler dans une ville française. C'est côté un peu contemporain, sympa. Et c'est très complet, c'est un premier volume, il doit y avoir... en fait, ça se passe dans une seule nuit, donc un temps très court. Là, la partie 1, c'est de 20h à 1h du mat. Je ne sais pas si ça va être en 2 volumes ou en 3 volumes, mais en gros, ça va être une nuit, We Are the Night. Et c'est ces personnages qui vont composer la nuit. Les personnages sont variés tout en restant dans un côté un petit peu glauque, on va dire, des personnages de nuit. Donc il y a le mec mystérieux qui est un peu dealer de drogue, il y a un mec style racaille qui manipule toujours un flingue, il y a une suicidaire qui veut sauter d'un pont, il y a un alcoolique qui travaille la nuit et qui est en décalé au niveau travail, donc qui zone un peu la nuit. Il y a la femme qui a un boulot de merde et qui peut pas supporter sa patronne. Il y a la fille qui veut se faire dépuceler par un de ses gars à l'abri du regard de son frangin qui est super conservateur. Il y a les flics en vadrouille, il y a le flic corrompu. Enfin, voilà, chaque personnage comme ça reste dans un milieu un petit peu sombre. Et évidemment, chaque personnage, on apprend au fur et à mesure de l'histoire, a un lien conscient ou inconscient avec les autres personnages, évidemment, pour que ce soit intéressant et que ça s'entrecroise. Donc le style de dessin est très sympa, c'est ça qui m'a pas mal plu. C'est un trait, bon, il y a pas mal de couleurs style Photoshop, hein, mais c'est assez bien intégré. Le dessin est un peu brouillon, mais c'est volontaire. C'est pour le style, l'ambiance justement un peu crade entre guillemets de l'histoire, de l'univers. Ça se ressent aussi dans le dessin. Certains visages sont un peu esquissés, d'autres les traits sont un peu façon brouillon, mais c'est très assumé et ça marche très bien. Et moi, ce que j'aime bien, c'est peut-être que ça sautera pas aux yeux de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup parce que c'est, je crois, la première fois que je le vois dans une BD, ou du moins ça va être très rare. C'est qu'il y a, bon, vous le verrez pas dans les images que je montre parce qu'il faut le lire, il y a des plans séquences. Alors les plans séquences pour le profane, en gros, à la base c'est un terme de cinéma. C'est le fait de suivre avec une caméra sans coupure, donc sans montage, un personnage. Donc ça peut être un plan séquence de base, c'est-à-dire on pose la caméra, on joue, et la caméra n'a pas besoin de bouger, et donc il n'y a pas de coupure. C'est un plan continu, un plan séquence. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand c'est des plans séquences avec des histoires entrecroisées. C'est-à-dire que la caméra est portée à l'épaule, suit un personnage qui raconte sa vie, lui arrive ce qui doit lui arriver. On croise un autre personnage et hop, la caméra abandonne le premier personnage et suit l'autre, etc. Il passe de personnage en personnage comme ça, sans jamais de coupure. Donc c'est toujours un petit défi pour le réalisateur parce que c'est en une seule prise. Et en BD, j'avais jamais spécialement vu, donc là ils le font pas à chaque fois, mais il y a certaines scènes où ils passent justement d'un personnage à un autre. On suit les pensées d'un personnage en le voyant se balader, et hop, tout d'un coup, on voit apparaître au loin des pensées, on se demande quel est le rapport entre ces pensées et la pensée de la case d'avant. On s'aperçoit que c'est les pensées de quelqu'un d'autre qui croise dans la rue, et hop, tout d'un coup, le scénariste va suivre l'autre, et en suivant les pensées de l'autre. C'est un peu complexe à expliquer comme ça, mais c'est un exercice de style que je trouve très sympa, et, et qui est rare en BD. Rien que pour ça, c'est assez sympa à lire, quoi. Donc voilà, après c'est dur de savoir si l'ensemble va être bien ou pas, parce que là ça reste une introduction, même si on voit un peu le caractère des personnages. Les personnages sont attachants, ils ont tous un petit univers sympa, mais après il faut voir évidemment ce que ça va donner. Là on se rend compte à la fin d'un tome, c'est 70 pages, à la fin d'un tome, que leurs destins sont croisés, que chacun va influencer l'autre, mais ça s'arrête là. Il y a un cliffhanger de fin où il va se passer quelque chose, on sent que ça va réunir pas mal de personnages, mais on n'en sait pas plus, donc voilà. Il faut voir ce que va valoir le tome 2, comment les choses vont se résumer, pour mieux juger vraiment de l'ensemble. Mais c'est intéressant, c'est intriguant, et j'achèterai la suite pour savoir ce que ça vaut exactement. Voilà, We Are the Night. Kaikizun.
Alors, Kaikizun, pourquoi j'en parle alors que c'est une vieille BD? Tout simplement parce que c'est fait par Satoshi Kon. Et Satoshi Kon nous a quittés il y a quelques semaines, c'était fin août je crois. Donc je suppose que parmi quelques personnes qui me regardent, il y a des fans de Satoshi Kon, que comme moi ils ont beaucoup regretté la disparition de ce grand homme qui aurait pu encore nous amener beaucoup de choses en matière de cinéma, de réalisateur, parce que c'est pour ça qu'il était connu. Donc je résume, pour les films Paprika, son dernier, Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfather et sa série Paranoia Agent, qui sont voilà, les œuvres qui vraiment l'ont fait connaître. Mais avant ça, il faisait un petit peu de BD. Il me semble que c'est une de ces très rares BD, du moins je crois que c'est la seule éditée en France, si je dis pas de bêtises. Il y en a deux autres au Japon, mais qu'on n'a jamais vu. C'est un petit one-shot, c'est un de ses tout premiers. Il était très très influencé par Katsuhiro Otomo, ça se sent dans le design des personnages. Les visages, on dirait quand même très proche de Kaneda dans Akira. On ressent, ouais, on sent vraiment beaucoup l'influence, il l'admet lui-même. J'avais lu un interview où il le disait lui-même que c'était vraiment, il copiait à l'époque les dessins, il prenait les références, même voilà, les explosions, c'est vraiment du Tetsuo dans Akira, quoi. Mais voilà, c'est pas plus gênant que ça, on n'a pas l'impression de plagier ni rien. On sent que c'est plus un hommage. Donc ça raconte l'histoire de l'œuf de Londine. Donc l'œuf de Londine, c'est un œuf, c'est dans une famille, dans une espèce de petite station balnéaire. Un gamin, donc je sais plus son nom, j'ai pas révisé avant de faire l'émission, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, le héros, jeune homme qui fait partie de la famille qui respecte cette tradition-là, qui ont la garde de l'œuf de Londine, qui est un œuf qui garde dans un petit temple style japonais. C'est le grand-père officiellement qui en a la garde et qui va passer la main, qui devait passer la main à son fils, mais son fils est un homme d'affaires occupé par tout ce qui est industriel, chose moderne, entre guillemets, tout ce qui est tradition, il s'en fout un peu. Donc il a envie de passer la main à son petit-fils qui lui est un petit peu plus proche de tout ça, même si pour l'instant bah, il est encore en période ado, donc c'est pas, il ne se sent pas encore énormément concerné par tout ça, mais il a pour but de le confier la garde à son petit-fils. Sauf qu'à ce moment-là de l'histoire où on intervient, le père, qui lui pense plus au côté finance, a envie de rentabiliser un peu cet œuf, qui est une espèce d'œuf, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ça fait des années qu'ils le gardent de génération en génération. Il a envie de le rentabiliser, il en fait un attrait touristique, parce que la station balnéaire se développe. En gros, c'est un petit peu la diabolisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin le côté, l'industrie c'est mal, les développements, la petite station balnéaire au côté traditionnel était bien, et puis il y a des commerciaux qui s'installent, ils veulent faire voilà, le côté ouais, industrialisation, quoi. Et donc ils se battent un peu contre ça. Et le père, lui, va vendre les droits d'exploitation de l'œuf, organiser des visites, en faire un petit truc attraction. Sauf que le fils et le grand-père ne sont pas d'accord. Le grand-père prend l'œuf pour s'enfuir avec. Sauf que le grand-père est trop vieux, donc il arrive pas, il se fait vite rattraper. Mais le fils, un jour, en essayant d'aider son grand-père, voilà, touche l'œuf et l'œuf réagit à son contact. Et, et du coup, bah, il va se sentir un peu investi de la mission de sauver cet œuf aussi, parce qu'il y croit, il croit à son grand-père, il croit en ce qu'il voit aussi. Il pense avoir vu Londine, oui, j'ai pas précisé, c'est en gros une sirène, une espèce de grande sirène qu'ils ont vue au loin, mais et ce serait l'enfant de la sirène qui garde, en gros. Et il y a un pouvoir mystique avec cet œuf, ça lui soigne la main où il s'était blessé, donc il voit qu'il y a un pouvoir et qu'il y a quelque chose. Et donc toute l'histoire, c'est une petite course-poursuite entre le gamin qui essaie de sauver l'œuf des méchants industriels. Et tiens, au passage, cette image d'ailleurs m'a beaucoup servi dans une de mes BD, pour ceux qui connaissent. Non, je n'avais pas pompé, c'était juste une inspiration. Et donc voilà, petite course-poursuite avec une petite fin un peu jolie morale, jolie conclusion. Donc voilà, l'œuf qui a un pouvoir un petit peu mystique, comme je disais. Et voilà, c'est une jolie histoire qui vaut le coup d'être lue. Et à la fin, on a même un petit one-shot qu'il avait publié au Japon, une petite histoire de, je sais pas, 30-40 pages. Une petite histoire d'été entre ados, toute mignonne. Enfin voilà, c'est juste un petit bonus, mais c'est sympa pour conclure par un deuxième petit one-shot. Mais donc voilà, pour ceux qui aiment Satoshi Kon et qui ont envie d'un petit moment nostalgique de voir ce qu'avait fait ce grand homme avant de mourir, eh ben, je vous conseille Kaikizun, Retour vers la mer. Voilà.